Il y a une première et une deuxième partie. Par contre, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. C'est une grande joie pour nous. On est à 70 ans, c'est un bel âge, et nous sommes contents que vous veniez le fêter avec nous. Fêter notre anniversaire en chanson. Alors, en première partie, il y a des chansons actuelles, et puis vous verrez qu'à la fin, nous avons choisi des chansons de 1945. Vous savez que demain, il y a l'inauguration de la poutre qui a été exécutée par Michel Buteau. Et ensuite, le soir, il y aura une conférence par Marcel Morel. Marcel Morel, je ne le présente pas, tout le monde le connaît. Il fera une conférence sur les chaînes d'autrefois. Le dimanche, ce sera René Hérault qui fera, lui, une conférence sur le Palais des Côtes. Voilà, merci, et place à la chanson. À Monsieur Martin de nous avoir accueillis ce soir. Notre chef de chœur, Michel Martin.
Ah, bah attends, René est un passager clandestin. Ouais. Aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui. Alors, ça a commencé en 1945. On a créé un bureau dans le président de Dr Joubert. À l'époque, le palais ici était occupé par le dispensaire et plusieurs services sociaux. Donc, on ne savait pas où aller. Le siège avait été mis à l'hôtel de ville. Alors, le siège était à l'hôtel de ville, puis au bout de quelques temps, la mairie a commencé à récupérer nos pièces. Donc, on nous a donné nos pièces. Puis au fur et à mesure, ils ont réussi à faire repartir le dispensaire, puis surtout une assistante sociale qui s'est incrustée ici, qui a un logement de fonction, qui j'avais voulu partir, il a fallu la faire expulser par des lois judiciaires, donc c'est toujours assez long. Bref, ça fait partie de la petite histoire du palais. Donc on a récupéré les pièces au fur et à mesure, chaque fois, les mairies précédentes, successives, ont chaque fois remis à la disposition du musée. C'est comme ça qu'à l'actuel, nous occupons l'ensemble du palais des comptes. Alors là, le musée, il a été créé, l'association a été créée en 1945, mais le musée lui-même a été inauguré en 1949, lors de la foire exposition qui avait été inaugurée par le préfet de l'époque. On voulait rattacher le 70e anniversaire à un événement. Alors l'événement, c'est venu de quoi? Avec Michel, ça fait des années qu'on écrit au propriétaire de l'immeuble qui se trouve place Traversée Cavaillon. Il y en a la moitié qui est en Nouvelle-Zélande et l'autre moitié qui est en Angleterre. Bon, comme nous, on parle tous les deux que français, ils ne nous ont jamais répondu. Mais, ma foi, ils nous faire répondre, même en anglais, on va essayer de le faire traduire. En tous les cas, pendant des années, on n'a pas eu de réponse. Alors, vous savez plus quoi faire, parce qu'on avait peur, c'était encore pareil, on avait peur que ça disparaisse. Parce qu'elle se trouve dans une façade, elle est chassée. Et c'est une propriété privée. C'est-à-dire que rien n'empêche les propriétaires de la mettre chez eux à l'intérieur, de la vendre ou de la faire ce qu'ils veulent. Alors, nous avons essayé de la faire classer. Les monuments historiques nous ont répondu il y a à peu près 2 mois, comme quoi le classement était impossible. C'est pas que la poutre ne soit pas intéressante, mais c'est parce qu'elle se trouve enchâssée dans une façade qui n'a aucun caractère. Donc, ils ne pouvaient pas classer. Donc, alors, voyant quoi, comme on ne pouvait pas faire comme le temps de Marie-Louis, aller départir la poutre, alors on a pensé avec Michel, et il y en avait qu'un qui pouvait le faire, c'était Michel. Alors, on a choisi une belle poutre, bien entendu, chez la famille Duto, qui nous en a fait cadeau, bien entendu. Alors je le remercie au passage, Marc et Albin, qui sont par là, les jeunes. Enfin, en tous les cas, merci à eux. Et Michel, il s'est mis au travail. C'est une poutre qui est faite, ça a été sculpté dans la masse. Et elle est exactement l'identique de celle qui se trouve sur la façade. Ça a été fait d'après les photos. C'est Louis Chenois qui nous a pris les photos. Après, Michel, il nous expliquera comment il a fait. Par contre, ce que vous pouvez voir après-midi dans la chapelle, Chenois a fait un film. Vous verrez la poutre du début jusqu'à la fin, quand elle arrive brute et quand elle est finie, et même quand on la met en place ici. Ça vaut la peine. Après-midi, si vous pouvez revenir, ça sera intéressant. Voilà, alors Michel a mis à peu près 60 heures pour faire ça. Président, merci. Mesdames et messieurs, les amis du musée du Pays Brignolet. Donc d'abord un tout petit mot pour vous dire tout le plaisir qu'on a, Président, d'être à vos côtés pour fêter et célébrer cet anniversaire du musée du Pays Brignolet, musée du Pays Brignolet dans son rayonnement, et puis dans le cœur des Brignolets, le musée de Brignoles quand même. Et vous savez, Président, que le département est toujours attentif à soutenir toutes les actions qui peuvent contribuer à promouvoir nos traditions et notre culture et notre patrimoine. Bon, alors de toute façon, tous les mois je travaille en termes simplistes, on des veines. Vous voyez le bois de noyer et les tables de l'église, vous voyez la poutre, il y a des veines. Il y en a qui se contrarient, il faut les combattre pour les passer, et bien entendu pour sortir des sculptures. Mais je crois que la plus grosse veine, en parlant un petit peu à l'ancienne, la plus grosse réussite, c'est que les Brignolets d'aujourd'hui, les Brignolets de demain, les visiteurs, ils auront à la portée de leurs mains une poutre sans aller se perdre dans la ville. Et ça, c'est une grosse veine. Voilà la veine que je vous propose à tous. Merci. Alors allez-y, c'est bon. Allez, c'est parti.
sommes à la finition. Et cette finition consiste, avec des petits ciseaux ou des ciseaux plus gros, de refaire exactement la forme avant de passer au ponçage qui, lui, se fera avec le papier de verre. Et le papier de verre, c'est ni plus ni moins que des papiers de verre comme ça. Et on reprend toutes les parties. D'ailleurs, on voit de suite que c'est plus clair quand on a passé. Il faut reprendre la finition, toutes les parties de l'ensemble de la sculpture. Il faut nourrir le bois. Et pour nourrir le bois, la meilleure façon, c'est la faisson ancienne, la cire d'abeille, diluée avec de l'essence térébenthine. Moi je suis sûr, c'est bon, je touche. C'est possible, non? Voilà. La modiste a un chapeau, notre Coco Chanel de Brignoles, qui tiendra avec haute prestance le magasin rue Dr Barbaroux, à l'embarquement sur le ponton, était tombé à l'eau. Vous comprenez, 1928, ce n'est pas uniquement le plongeon de Baptistine la modiste, mais je ne peux pas tout vous raconter, ce serait trop long. Édouard Gilly, le président, disons le magnifique, pour rester dans l'hyperbole, triomphait de nouveau, mais il avait vu trop grand. Déjà, avec la collecte pour le congrès des musiques, il avait mis à l'épreuve la pompe à billets et la Dardenne. 1929, l'année commence. Le comité précédent a laissé un body, on dit comme ça en provençal, une dette, si vous voulez, non résorbée. Précisément 4800 francs que la municipalité Louis Roche refuse d'endosser. Le galant comité 28 donne sa démission, entre guillemets, provisoire et conditionnelle. Son président y croit encore. Non. Les deux parties ne peuvent trouver terrain d'entente. Le 14 juillet est organisé par une commission municipale. En 1936, on apprécie, les Brignolais ont apprécié la cour des Ursulines, comme lieu de gala, délaissant un peu la cour du collège garçon. Un changement a lieu au collège. Le directeur Louis Chalas cède son poste à Baptistin Sol, que tout le monde baptisera Titin. C'était notre directeur. Alors, il a beaucoup misé sur nous. Alors que certains l'ont un peu déçu. Bon, d'accord. Je ne parle pas pour moi, mais presque. Alors, on remettra ça une autre fois, parce que je pense que ce soir, quand même, c'est un peu tard. Hein. Parce que lui, il a toujours assoufflé, il peut parler pendant des heures, hein, c'est pas un problème. En tous les cas, pour les gens de mon âge, ça nous a ramené à une époque déjà assez lointaine. Pour nous, il nous a ramené, nous a fait connaître ce que la commune quand on était jeune. Il y a plein de noms qui évoquent beaucoup de choses. Hein. Tu as parlé de tout un tas de vieux Brignolais, que tout le monde se souvient. Et c'est vrai que ça nous fait quelque chose, ça nous remue. Hein. C'est plus marqué la manière de le dire, hein. Une manière de parler de Brignoles. Il a, comme certains d'entre nous, bon, on a comme il a dit, un chauvinisme. Quand on n'aura plus le clocher de Brignoles, on est perdu. J'espère que même les nouveaux Brignolais deviendront comme nous. Voilà. En tous les cas, merci d'être venu ce soir, ça nous fait plaisir. Vous savez que demain, il y a une autre conférence qui sera animée par René Hérault, qui traitera du Palais des Comptes de Provence. On peut voir ainsi de Barthélemy Parossel les œuvres majeures. Cette collection s'est enrichie en 1985 d'une toile de Joseph Parossel, achetée à la salle Drouot grâce à une souscription publique et à l'action conjuguée de notre association et de la municipalité de l'époque. Joseph Parossel est le plus célèbre des peintres, c'est le peintre des batailles, qui était né à Brignoles en 1646. Les articles régionaux ni les vestiges, il doit s'intéresser à tout ce qui touche à l'histoire de Brignoles et à sa région.
les mœurs, les usages, les traditions. Ainsi, les collections de la cuisine provençale n'ont cessé de grandir. Les ustensiles, vaisselle, linge, vêtements, mobilier, etc., objets visuels de la vie quotidienne des Provençaux, du pays brignolais d'autrefois, sont exposés dans l'ancienne cuisine de la sous-préfecture. J'espère que ça vous a plu, ça a été peut-être un peu court, et après vous pouvez lui poser des questions. Avant de lui poser des questions, je vais quand même pour établir une vérité. Il a dit que le comité de la foire a mis à disposition du musée le pressoir. C'est pas vrai du tout. Le pressoir, nous l'avons acheté un cabassoir qui s'appelle Arcangelo. Ça nous a coûté à l'époque 500 francs. Nous sommes allés le démonter dans une remise. Et dans la remise, il a une vis qui était tellement haute qu'ils avaient fait des trous. Et quand les gens étaient au-dessus, ils mangeaient au-dessus, il y avait la cuisine. Et quand ils se servaient les pressoirs, ils levaient la table parce que le vis montait. C'est la vérité. Et quant au flûte, enfin, le tonneau, le circuit en bois, c'était quelque chose de très rare, il se trouvait dans une grotte dans le Val d'Ozour. Il y avait un trou, c'est juste un trou d'homme pour entrer dedans. Donc il a fallu à l'époque, quand on était allé le chercher, faire appel à Bernard Guillot. Bernard Guillot, pour ceux qui l'ont connu, c'était le tonnelier, le dernier tonnelier qui était à Brignoles, qui était à l'eau du cours de la Liberté. Et celui qui est allé le démonter, on l'a sorti, on l'a porté ici, il l'a remonté. Et c'est une pièce très rare, parce que les tonneaux circuits en bois, il y en a très peu. Quelque chose de vraiment exceptionnel. Voilà. La Vierge Noire est venue ici, pourquoi? Voilà. À l'époque, il était dans une niche à la place Saint-Pierre, au porche à la place Saint-Pierre. Et elle était dans une niche et on a eu peur qu'un jour nous la vole parce qu'elle était bien tenue dans un immeuble et donc c'était privé. Et à l'époque, je faisais partie du musée, c'était en 1961, j'étais le secrétaire. Et le jour de bureau, on a décidé d'aller prendre cette vierge et de la porter au musée. Alors, bien entendu, qui pour moi à l'époque, on a Louis, que tout le monde connaît, c'est l'homme à tout faire à la municipalité. Il est allé avec 2 employés de la mairie, ils sont rentrés à l'étage, il y avait une petite porte, ils ont ouvert la petite porte, ils l'ont sorti de la niche, ils l'ont porté ici. La seule chose qu'on avait oublié, c'était de prévenir les propriétaires. Comme il n'y a pas ça, quand on dirait, que ça, quoi. Alors, bien entendu, ces gens-là, ils n'ont pas été heureux, ils nous ont menacé de porter plainte, ils ont commencé par la gendarmerie, et grâce à l'intervention à l'époque, le maire de l'époque était Jean Marcel, tout s'est arrangé. Mais on a retrouvé encore la correspondance, il a fallu peu de s'excuses, tout ça, fait bref, ça s'est arrangé. Donc, depuis, il est ici. Hier, nous l'avons mené au hall, et hier soir, je l'ai ramené, mais rassurez-vous, je l'avais attachée avec une ceinture, on ne peut pas la casser. Hein. Elle était bien attachée, il n'y a pas de problème. Voilà. Le clergé qu'on avait ramené le sarcophage de la Gaillole, c'est pas vrai du tout. Non, on l'a pas volé parce que c'était trop lourd. Alors voilà comment ça s'est passé. À l'époque, il y avait le directeur des affaires culturelles du Var qui s'appelait l'abbé Boyer. L'abbé Boyer, il avait une grosse maladie, c'est tout ce qu'il trouvait dans le Var, il le ramenait à Draguignan. Et nous avons vu qu'il allait prendre le sarcophage de la Gaillole et le ramener à Draguignan. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes intervenus d'abord auprès de la famille Paul, c'est une ancienne de la famille Paul qui l'avait remis à l'église, mais à condition que ça reste toujours dans un lieu consacré, il y en a un endroit où il y a le culte. Donc on s'est arrangé avec eux, ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord, et après ils s'occupaient de personne. Pierre Piasco en tête, on est allé la démolir, la débâtir, et puis la ramener ici, et voler sur tout. Voilà comment ça s'est passé. Bien entendu, l'abbé Boyer, il a fait le malheur, mais comme ce n'était pas lui, que la famille Paul, parce que lui, il est canne dépôt aussi, à l'église aussi, il était canne dépôt. Comme la famille Paul qui l'avait mis en dépôt était d'accord, il n'avait pu faire. Voilà comment ça s'est passé, mais la mairie, il a pris le train en route. Hein.